Salut l'équipe, plus c'est long, plus c'est bon à ce qui paraît. Alors je me dis que quand ça dure depuis 23 ans, le plaisir doit être immense, même si ça doit commencer un peu à faire grincer les genoux. Cette semaine, LeBron James a donc attaqué sa 23e année en NBA. 23 ans, c'est quasiment le temps d'un prêt immobilier, c'est quasiment trop vieux pour être stagiaire de Morandini. Il y a 23 ans, on était tous différents, sauf LeBron, j'ai l'impression. Et il est revenu comme si de rien n'était. Pépère connaît, Pépère maîtrise son métier comme un agent de la préfecture qui te dit pour la 4e fois de suite qu'il manque un papier dans ton dossier de 59 pages. Voix calme, body language rassurant. L'un te dit qu'il faut revenir mardi prochain à 8h15 du matin. L'autre revient simplement en filant 12 offrandes à ses coéquipiers. Finalement, chacun son truc. 23 ans, c'est fou quand on y pense. C'est plus que Franck Nilikina, Jérôme Moïseau et moi-même en cumulé. Incroyable quand on sait que la carrière moyenne d'un joueur NBA ne dure même pas plus de 5 ans. Alors, comme un joli coucher de soleil avec sa douce en plein été, profitons du lent et paisible crépuscule du King. Salut l'équipe, on est jeudi, on se caille les miches sévères, mais c'est quand même le First Day Show. Et cette semaine, dans mon canapé favori de sieste, je retrouve mes 2 Thomas préférés aussi. Il n'y a que de l'amour, que des choses préférées, que même... Parce qu'on a besoin d'amour en ce moment pour se réchauffer, messieurs, tant on se gèle le fion. C'est vrai qu'il fait froid. Il fait froid, mais écoute, on va bien, on est en forme, il y a de la NBA, il y a plein de trucs à raconter, il y a des copains, et il y a des mecs qui nous en veulent, Erwan. Ah bon? Hier, début de clutch. Rémi Réverchon fait son entrée, comme d'hab, sa petite intro. Il lance Thomas Larokis. Comment tu vas, Thomas? Ça va, je prends sa place. Hein. Et derrière, s'ensuit 2 minutes, une tirade, pour me reprocher, à moi en émission, qu'on l'invitait pas à l'Obs Factory. Ah, quand j'arrive ici, que je viens travailler, on vient un peu de débriefer avant l'émission, je vois qu'on fait 1 heure de débat sur le match d'hier. Apparemment, il s'est passé beaucoup de choses. Écoute, c'était un très bon basket. C'était un très bon basket. Il y a des gens en régie qui ont été mis en danger. Voilà, je vais en rester là. Écoute, ce qui est important dans des accusations comme ça, c'est que la défense puisse s'exprimer. Et la défense. Quelqu'un aurait effacé les vidéos de la House Factory. On ne sait pas qui c'est. On va mener l'enquête. On a fait un super basket. Ça s'est terminé en 7, 12-9 dans le match 7. C'était génial. Il y a eu un petit peu de tension, mais comme on aime. Et puis voilà. Friction. Évidemment, c'est moi-même qui suis encore une fois au cœur de l'événement avec Tom Serravino qui pourra donner sa version. Et je pourrais répondre à ce moment-là. Mais quand et où? On sait un petit peu. Quand il pourra? Aujourd'hui? Oui. Lors du quiz. Très bien. Lors du quiz, très bien. Très bien. On peut plus chambrer les mecs. Voilà, on peut plus chambrer. Bon, si, on peut chambrer. Comme ça. Ah, gros, c'est. Il a revisité Second Poteau Pavard de Edouard Margoton. On progresse. Personne n'a dit qu'on était parfait. Allez, avant d'aller dans le sommaire de l'émission, on a quelques annonces comme d'habitude à vous faire. Vous savez, le lundi, c'est le Big Monday, la libre antenne de 20h à 22h. Et dès 22h, on va vous proposer le meilleur match en carrière de Charles Barkley. On l'a commenté avec Thomas Dufan. Ça se passe au premier tour des playoffs en 1994. C'est le match 3. On sait qu'à l'époque, le premier tour se joue à la première kick, gagne 3 matchs. Et Thomas, on a commenté un match de très très haut niveau. En face, côté Warriors, il y a du Latrell Sprewell, il y a du Chris Mullin, il y a du Chris Webber qui vient d'être rookie de l'année, mais surtout, il y a un Charles Barkley incandescent. Ouais, franchement, ne ratez pas le début. Voilà. Rendez-vous 22h pile, en replay si vous voulez plus tard, parce que le premier carton de Charles Barkley, on n'en voit pas beaucoup des comme ça. Celui de Latrell Sprewell aussi est plutôt pas mal, mais si vous aimez des Hall of Famer, mecs iconiques qui dominent, bon bah vous êtes au bon endroit. Rendez-vous lundi. Et ceux qui pensent que les années 90 c'était que des coups de serpe et des coups de hache, allez voir ce match-là de la conférence Ouest et vous allez voir que ça courait, ça jouait et qu'il y avait beaucoup de points. Autre chose à vous annoncer, c'est que demain, vendredi,
on vous sort le débat parallèle d'offense. C'est un débat parallèle qui peut toucher certains d'entre nous, dont moi le premier, et Thomas maintenant aussi, les deux Thomas d'ailleurs. Ce qu'il faut arrêter de faire et de porter après 35 ans. On l'a évidemment fait avec Grégoire Margoton, on s'est beaucoup marré. Et dans cette séquence, surtout, on rajoute des passages qui ne sont pas dans le Offense qui est sorti vendredi dernier. Donc n'hésitez pas, il y aura des séquences originales. On est bon ? Ouais. Allez, on se lance dans le sommaire de l'émission. On revient avec les news où il y a des blessures, des coachs virés et quelques petits coups de sifflet un petit peu. Ça va être quasiment, je crois, le premier débat des news. On reviendra sur le retour de LeBron James dans le débat. Que peuvent espérer les Lakers maintenant qu'ils sont au complet avec leur trio fantastique? On ira sur une palette, on reviendra sur la fin de match entre les Rockets et le Magic. On reviendra sur les 2 derniers temps morts du coach de Houston qui s'appelle Ime Udoka. J'ai eu un trou terrible. Et on va voir comment en 5 minutes, même pas en 2 minutes, on peut dessiner un super système et un système de merde. C'est plutôt dans l'inverse. On finira avec le quiz où je suis toujours Fanny sur le qui suis-je. Mais il y a il est jamais trop tard pour s'y mettre. Comme cette émission, on envoie les news. Encore plein de choses à dire dans les news et surtout après cette nuit incroyable en NBA, on a vu de belles choses. On va commencer quand même avec la belle image. On est des basketteurs, on adore les buzzer beaters et Nikola Vucevic hier, bien servi par Kobe White, a crucifié nos amis des Portland Trail Blazers. On revoit cette dernière attaque. Il n'y aura pas de remise en jeu pour nos amis des Blazers. Bravo, ça c'est la gestion qu'on aime bien, une victoire qui fait du bien aux Bulls qui était un petit peu dans le dur, Thomas, et Vucevic qui confirme sa saison monumentale et son côté clutch. Vous savez qu'à la fin de la saison, il y a un trophée du clutch player de l'année. Et Vucevic, il est en train de se positionner comme le joueur le plus clutch de NBA ces derniers temps, avec 2 game winners et là buzzer beater. T'as raison de souligner Kobe White, la gestion parfaite du chrono, tu joues pour toi, finalement il y a une aide de Toumani Camara, tu vois une bonne passe bien sèche, c'est la passe qui arrive, il a même pas eu besoin d'armer, il était déjà, il l'envoie. Super célébration. Et j'ai aimé le 5 majeur à la fin des Bulls, tu vois, du QI basket et des mecs qu'on apprécie. Ouais, une situation assez basique, hein, finalement, mettre Kobe White en ISO pour faire la différence. Maintenant, il a vu que l'aide est venue, il a vu son copain Vucevic tout seul à 3 points. On sait qu'il est plutôt adroit comme ça en catch and shoot et c'est bingo. Il y avait un petit peu de Tom Serravino pour clôturer les matchs comme ça à 3 points. Oui, très bien, ça t'appartient. Voilà, tout à fait, ça m'appartient. Et qui est Kobe White alors? C'est toi, pour le coup. Ah c'est Kobe, c'est moi alors. Il était dans ton équipe. Donc voilà, il y a eu cette très belle fin de match et ce magnifique tir de Nikola Vucevic. Il y a eu une autre fin de match un petit peu plus houleuse, on va dire. Ça se passait du côté de Dallas où les Knicks se déplaçaient. On va revoir cette action. Donc il y a +2 pour les Knicks. Dans un match à rallonge. Et là, on va voir Williams qui va jouer Landry Shamet. Et là, on a l'impression qu'il y a panier plus faute. Donc normalement, Williams va récupérer la faute pour le lancer franc pour avoir gagné. Et finalement, l'arbitre va siffler faute offensive. Alors on comprend assez vite, hein, avec les coups de sifflet, oui. Tu vois assez vite sur la réaction des mecs que c'est une offensive. Il n'y a pas eu de célébration de Dallas. Ah non, clairement, c'est vrai que quand tu siffles, tu as raison de le dire. On comprend que finalement, c'est pas une faute dans la continuité, c'est une faute offensive qui est sifflée. On revoit les images, finalement, la faute offensive va être maintenue, les Knicks vont s'en sortir. Encore une fois, première victoire à l'extérieur. Après un très bon Landry Shamet, et surtout, j'ai bien aimé les pick and roll avec Josh Hart sur le short roll. Enfin, on met 2-3 plays un peu intéressants. Il n'empêche que ce coup de sifflet, je vais vous lancer, messieurs, je vais surtout lancer Thomas Laroukis, qui est le roi des mecs pour savoir s'il y a faute ou pas faute. Moi, je trouve que c'est un très, très mauvais coup de sifflet. Ah, celui-là, il est un peu compliqué, en fait, parce qu'il y a 2 temps dans cette action. Le premier temps, c'est Shamet qui vient au contact du joueur. Dans ce cas-là, on peut estimer qu'il vient le bousculer, qu'il vient un peu, couper sa course. Et après, en fait, l'attaquant cède avec le bras pour un peu rectifier sa course. Il allait partir un peu ligne de fond derrière la planche, c'était compliqué. Et ça l'aide à retrouver un peu le chemin de la planche. Donc dans ces cas-là, est-ce que tu siffles le premier contact? Parce que en fait, le premier contact amène ensuite ce bras. Donc dans ce cas-là, plus un no-call sur cette action-là. Après, moi, je suis pas dans la team... je sais que toi, souvent, tu dis il faut laisser jouer les fins de match. Moi, quand il y a marché, quand il y a des fautes... Quand il y a une action en fait qui dans le règlement est pas autorisée, il faut siffler. Là, l'action elle est très difficile à juger. Honnêtement, le mieux ça aurait été un no-call. Après, compliqué cette action. Il faut soit tu donnes la première faute sur le contact qui revient, mais il a l'air assez propre, même s'il est un peu sur le côté à la hanche. Soit comme ils ont fait, ils ont donné ce bras en fait qui enroule et qui donne l'avantage à l'attaquant. Ce qui est important, c'est que l'arbitre qui siffle, il est parfaitement placé. C'est-à-dire que c'est celui qui est à l'opposé sur la ligne de fond, et donc lui de sa vision, il voit clairement Brandon Williams. Le bras gauche là qui le prend parce que pour le coup il y a vraiment, on sait qu'au basket on a absolument pas le droit sur les retournés, les spins de prendre des mecs comme ça à la hanche. Il y a une vraie faute, tu vois ce que je veux dire. Et puis surtout dans les courses comme ça, tu sais, en parallèle là,
où t'es à pleine vitesse, je trouve que Shamet, il a exactement l'attitude qu'il faut. C'est-à-dire qu'il a les bras levés, il est comme ça, et il va droit. C'est pas, tu sais, le mec qui Oui, coupe il vient vraiment. pas Voilà, couper sa exactement. course. Il est comme ça, il montre, tu vois, il vend bien le truc, quoi. Ouais. C'est-à-dire, je fais pas faute, je suis là, j'accompagne, et Brandon Williams, voilà, regarde. Brandon Williams, au dernier moment, pour rectifier sa course, c'est vrai, il cède. Moi, j'ai eu l'impression que, tu vois, en direct, j'aurais aimé que ça aille au bout parce que c'est une prolongation derrière, tu vois, c'est une égalisation et c'est une action qui aurait pu permettre à Dallas d'aller en prolongation. Mais d'un autre côté, là où je te rejoins, c'est que l'action, elle est assez claire par rapport à la vision de l'arbitre qui est bien placée. Donc c'est un bon coup de sifflet, quelque part. Moi, je trouve pas. À partir du moment où tu siffles, c'est-à-dire que donc tu reprends la chronologie des choses. À partir du moment où tu veux siffler et que tu laisses pas le no-call, moi je te rejoins Thomas, j'aurais aimé que ça soit un no-call. À partir du moment où tu veux siffler, donc tu appliques le règlement à la lettre, chronologiquement parlant, la première faute, elle est de Landry Shamet. Oui, t'as les bras Elle comme est ça. pas évidente. Non, moi, Elle je est suis pas pas d'accord. évidente. Pour moi, oui, pas faute, ça. t'as les bras comme ça, t'as quand même un mec qui, au bout d'un moment, il y a un contact au niveau de la hanche. Oui, Et Thomas, t'es pas bien faute, placé ça. pour savoir que toi, souvent, à la hoops, quand on fait faute sur toi et que tu fais. Tu vas pas comparer tes trucs- fautes Ah, et les fautes de merci. Shamet, gros. Attends. Je parle du ressenti. Shamet, regarde, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus Tu veux qu'il Non, le mais laisse aller au là, là, pour moi, c'est Alors, une est-ce photo, que c'est une photo sur la régie. Alors, J'aimerais est-ce qu'on qu'on peut voit. remettre tout début Parce qu'il y a un truc que t'as dit là. Et je Pour suis moi, pas Landry vraiment d'accord. Shamet réduit la distance. Viens, on regarde toute l'action, alors. Sur Williams et il le prend large. Donc là, le premier contact, alors il est léger, mais le premier contact, c'est le défenseur sur l'attaquant. Alors, moi, il y a Non, un oui, truc. il y a un oui et truc- non, parce que sa course Ouais, est plutôt moi aussi. droite et c'est lui qui Ouais, veut aussi ouais. retrouver le chemin Qui de réduit cercle. la distance Bah, c'est Bah, plus Brandon l'attaquant Williams. que. Il court tous les droits en parallèle. C'est pour ça que c'est très dur à et tu arbitrer. disais un truc, regarde, Le seul truc, c'est qu'il Vas-y, vas-y. il est de côté, je trouve. Tu vois Gros, il fait rien, Shamet, là. Tu veux qu'il fasse quoi si tu prends Il est pris de vitesse. si tu prends Ah la oui, course mais il de le laisse passer. Shamet entre le milieu de terrain et la fin, il fait vraiment un Tout tout à fait. droit et c'est Williams qui vient resserrer. Après, Ouais, le plus la problème voie, c'est je que me dis Williams, la faute il sait que c'est la fin de rencontre. Ça aurait été milieu troisième quart-temps cette action, peut-être qu'il serait laissé exploser au contact. Là, il se dit c'est la fin de match, on va peut-être pas me la siffler, donc je vais essayer d'aller au bout. Compliqué ça. Et il y a un Très truc compliqué. là, Erwan disait si tu la siffles, etc. Mais je vous invite à revoir cette action avec le son et avec le coup de sifflet. Il y a un truc qui est assez simple, c'est que l'arbitre va pas du tout dans la direction de je vais siffler quelque chose. L'action va presque au bout et dans presque un deuxième temps, tu vois, vraiment, Ouais. c'est presque rien. Là, il voit la faute offensive et il va siffler la faute offensive. Je pense que sa première réaction, c'est de dire bah ça joue, tu vois, il y a un défenseur qui fait de son mieux, il fait pas faute, il y a les up, ok. Et puis là, il se rend compte quand même qu'il y a faute offensive. Tu vois, dans la chronologie et dans la perception de l'arbitre, moi je trouve qu'il a bien fait son travail. Écoute, je suis pas convaincu de ça. Dites-nous dans les commentaires, c'est passionnant ce genre de débat. Je reste persuadé qu'à vitesse comme ça réelle, parce qu'après, sur ce genre d'action, je trouve que le ralenti va toujours donner raison à l'arbitre ou en tout cas au défenseur. Parce que- Parce qu'on ralentit Il fait quoi, à vitesse. Shamet, alors Moi, Qu'est-ce qu'il doit faire, Il y a Shamet, un alors truc qui elle est est pas- sûr, c'est que l'attaquant met le bras. Voilà, Ça, on est ça, sûr de ça, ça. il y a Maintenant, dedans. le débat, Ça, on c'est est sûr est-ce de ça. qu'on siffle la Pour moi, faute Shamet doit faire, Shamet, Pour moi, dis-moi. Shamet, à grande vitesse comme ça, quand tu viens toucher, mais ne serait-ce qu'un minimum, la hanche de quelqu'un, tu changes ta direction et donc c'est faute. Là, c'est lequel là, tu trouves Je trouve que oui, mais même, alors je l'ai pas regardé. Toi, t'aurais voulu- Ce matin, en regardant le match, je me dis, Shamet fait faute au début. Toi, t'aurais voulu presque qu'il aille le chercher en fait sur la fin de lay-up, sur un contre. Non, mais pour moi, il fait ce qu'il faut d'absorber la vitesse Ouais. de Brandon Williams. Mais il n'empêche que finalement, il est pris de vitesse et qu'il le touche à la hanche. Et à partir de. Si on touche à la hanche, c'est bien qu'au basket, il y a Attends. ça pour dire faute. Et quand des Ouais, mais arbitres il font ça, réduit pas, il c'est réduit ça. pas, il Je réduit pense- On se pas. rend bien compte que si Brandon Williams n'avait pas mis son bras, il y aurait juste les up. Parce qu'il est pris de vitesse. Alors là- tu vois. Donc, en fait, dans la perception qu'on a, je trouve que l'arbitre a raison de siffler. Ben- S'il n'y a pas le bras, peut-être que le lay-up est encore plus difficile. Bras, il- Mais en fait, il y a juste rien. Bras, il y a. Ça, c'est Bon, bien, voilà. même pas de débat. Mais pour Il moi. n'y aurait jamais eu end-one, c'est ça que je veux dire. Pour moi, on revient à la chronologie. Pour moi, la première faute, elle est légère. Il y a mais trois elle est arbitres, de- il elle y est a de Landry personne qui Shamet. s'y faute de Shamet. S'il y a des arbitres Voilà. qui nous regardent, Bah oui, comme qu'ils n'hésitent toujours, pas à comme nous dire. Toujours, c'est pour ça que je suis derrière Trois un bureau arbitres et que je suis pas en encore. gris en train de. Ouais, mais ça t'énerve. Et pourtant, t'es fan d'Enix, je Non. comprends plus rien, Erwan. Non, mais on essaie d'être Non, mais objectif. oui. Tant mieux pour les Knicks. Première victoire à l'extérieur. Bien sûr. Ils maintiennent leur place à la troisième place de la conférence S. 7 victoires sur les 3 dernières défaites. Ça va. De la Et Ligue puis- 2, de la Ligue 2. De la Ligue 2. Non, de moins en moins. T'es un peu. Ah bon Bref, en tout cas, dites-nous dans les J'ai de la deuxième news alors sur les deuxièmes de la conférence. Dites-nous de la commentaire, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette faute sifflée contre les Mavs, qui les prive d'une belle victoire. On va rester dans la conférence Ouest, puisqu'apparemment c'est la Ligue des Champions, Est. avec non, on va rester dans la conférence Ouest là. Ah oui, c'est vrai. On va y aller. Donc avec les Pelicans qui régalent dans la conférence Ouest. Willie Green a été viré, le coach des Pelicans qu'on avait bien aimé sur son début de
mission côté Pelicans, mais cette saison, c'était très compliqué. 2 victoires pour 10 défaites. L'année dernière, déjà, il y avait eu une saison très compliquée avec 21 victoires. On n'a pas envie de tomber sur Willie Green, mais c'est presque dans la logique des choses. Quand ça va pas, quand ça va plus, il faut faire sauter quelqu'un et c'est souvent le coach qui pète. Premier fusible, c'est souvent le coach. Il est là depuis longtemps, ils lui ont fait confiance, mine de rien, dans le projet qui devenait amener cette équipe en play-off, amener Zion, pourquoi pas être l'un des meilleurs joueurs de toute la NBA. Il a eu du temps, parce que 4 ans et un début de 5e saison, pardon, c'est quand même du temps à l'échelle de la NBA. Il a mis des choses en place, il y a eu des bons moments, on s'en souvient il y a 3 ans, ils sont premiers de la conférence Ouest avant Noël, il y a eu des choses, le problème c'est qu'il y a eu trop de blessures, il y a eu Zion qui était trop compliqué à gérer et qu'à un moment donné, quand tu es à une fin de cycle, il faut bien changer quelque chose. Et à l'instant T, Joe Dumars qui est arrivé cet été, il est dans un optique de, il y a un effectif, on va essayer quand même d'en exploiter le potentiel. Donc écoute, Willie Green a été viré, James Borrego a pris la suite, c'était plutôt logique, et c'était même attendu, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est logique. Bon, on sait que le fait de le virer, ça va pas régler les problèmes de la franchise. Voilà, c'est une franchise. On voit bien 0-3 depuis que Willie Green est parti. Tout va bien. Oui, non, tout va mieux. On sait que le problème, le malaise est calendrier, gros. Et le calendrier pas cadeau non plus. Après, comme tu l'as dit, il faut bien faire un mouvement. On sait qu'on va pas virer les joueurs, donc forcément, c'est le coach qui saute. Ils lui ont fait confiance pendant 4 ans. La seule bonne nouvelle, c'est qu'ils ont des jeunes qui commencent à se montrer, des jeunes rookies. Voilà, ils peuvent se raccrocher qu'à ça pour l'instant, mais on sait pas où ils vont. Clairement, c'est une équipe, il y a aucune visibilité. Ils sont un tout petit peu au-dessus des Nets, j'ai envie de dire, parce que Brooklyn, c'est vraiment catastrophique. Mais voilà, trop de blessés. Zion qui était revenu affûté comme jamais, soi-disant, et qui manque encore la moitié des matchs. Voilà, j'ai l'impression que c'est une histoire sans fin pour les Pels. Ah ben justement, l'histoire sans fin, c'est un nouveau retour de Zion Williamson. C'est peut-être la seule bonne nouvelle de la semaine côté Pelicans. Le Zion qui est de retour et qui s'est signalé avec 15 points, 6 rebonds, 5 passes, un petit 6 sur 13 au tir. Voilà, il a déjà manqué 7 matchs cette saison. Donc le feuilleton Zion, en fait, on a l'impression que c'est une histoire sans fin. Chaque année, il revient, et puis bon, pourquoi pas, et puis il revient. On imagine. Tu disais un truc intéressant, Thomas, c'est que mine de rien, sur le papier, la valeur marchande des joueurs côté Pelicans, il y a beaucoup. C'est intéressant. Il y a tu parlais des rookies très intéressants. Trey Murphy. Et puis même des joueurs qui sont installés depuis 3-4 saisons. Mais attends, il y a Dejounte Murray, il y a Zion Williamson, il y a Herb Jones de Trey Murphy, il y a Alvarado, il y a Yves Missy. Mais ils jouent pas. Ils jouent pas, les mecs. Entre les blessures, les machins, mais je veux dire, tu prends l'effectif, si on doit comparer au Nets, qui est minable, là c'est un effectif qui devrait te permettre quand même d'être à peu près à l'équilibre. C'est pour ça que Willie Green s'est fait virer. Willie Green s'est fait virer, mais on a l'impression que ça pourrait peut-être aussi bouger au niveau des joueurs, pas virés, mais avoir quelques trades évidemment cette saison. C'est presque une équipe plutôt cool finalement sur le papier quand ils jouent tous avec, tu l'as dit, les rookies, Fears, Quinn qui régale, les pseudo-anciens au milieu avec Trey Murphy, Herb Jones, c'est dommage parce qu'en fait j'ai l'impression qu'ils sont pas loin en fait de passer un cap. Je te parle pas de championnat, mais en tout cas d'exister dans cette ligue aujourd'hui. Ils sont vraiment à la ramasse et je trouve ça assez dommageable. L'absence de Dejounte Murray elle fait mal dans les buts de saison. Tu vois, sans dire que mais c'est quand même un meneur All-Star. Le gars est arrivé en cours de saison l'année dernière, il se fait une grosse blessure. C'est tout à fait le genre de joueur qui peut changer quand même les résultats d'une équipe comme les Pelicans. Au moins un petit peu quoi. Et pas Jordan Poole. C'est qui ça? Je l'avais oublié quand même. Allez, on oublie jamais Jordan Poole. Enfin, l'enfer du bonhomme. Alors, on va parler d'un nouveau retour. Celui-là, il était très attendu, ou pas d'ailleurs. C'est Paul George qui est de retour. Vous vous souvenez de Paul George? Mec des Pacers, qui passait par OKC, les Clippers, tout ça. Bon, joueur à l'époque, pas trop mal. Voilà le retour de Paul George. On a connu retour plus saignant pour notre ami Polo. 9 points, 7 rebonds, 3 passes, 2 sur 9 au tir, 21 minutes. Alors, premier match depuis 8 mois, on va pas lui tomber dessus là-dessus. Moi, la question que j'ai envie de poser par rapport à ces Sixers qui font un bon début de saison, c'est est-ce que Philadelphie a besoin de Paul George? Oui, s'il décide de jouer intelligemment, je ne sais pas s'il a envie de le faire, en tout cas dans ce rôle un peu d'ancien dans l'équipe, jouer juste, c'est ça qu'ils ont besoin aujourd'hui, les Sixers. Ça, il le fait plutôt bien. Ouais, bof. Mais il y a Paul George aujourd'hui, c'est quasiment la 4e option. Embiid, Maxi, même Edgecombe, je donnerais plus de ballons à Edgecombe aujourd'hui qu'à Paul George. Voilà, il faut qu'il accompagne ces jeunes, qu'il prenne ses tirs ouverts, qu'il se remette en forme petit à petit, mais aujourd'hui, voilà, il doit avoir la lucidité de se dire que son prime est fini et qu'il faut qu'il joue juste et qu'il aide ces petits jeunes. Ça fait cher quand même pour avoir ce rôle-là quand même. 50 millions le mec. Non mais c'est triste en fait, tu vois, c'est comme pour Zion. Alors on va pas mettre leur carrière sur le même pied d'estal, c'est pas du tout ça. Sur le même pied d'égalité plutôt, c'est mieux. mais Paul George, voilà, on est... Enfin, je l'ai déjà dit ici et je leur continuerai à le dire en fait. Entre la vision qu'on a, le talent qu'il a, le joueur qu'il a été et la réalité de sa carrière, on n'est pas au même niveau en fait, tu vois. Entre les attentes même après les Pacers. Ça commence à faire longtemps là quand même. Voilà, donc
Donc, écoute, l'avantage d'une carrière, c'est que tu peux toujours rebondir. Est-ce que son corps va lui permettre de se remettre en forme et d'être performant? C'est un point d'interrogation énorme. Écoute, on est qu'au début de la saison, donc à lui d'enchaîner quelques matchs. Il a joué le premier match, il a pas joué le deuxième hier. Voilà, hier, il a raté le match avec les Sixers, qu'ils ont gagné d'ailleurs. Il me semble, non, ils ont perdu contre les Raptors. Ah, ils ont perdu contre les Raptors. Bah oui, on parlera lundi. Certainement les Raptors, ils sont deuxième de la conférence. T'avais dit qu'ils allaient gagner les Sixers. J'ai dit que les Sixers allaient gagner. Je me suis complètement gouré. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... J'ai dit les Raptors, non? Ce qui est sûr, c'est que notre polo... C'est pas grave, les gars, allez voir l'émission Clutch. J'ai dit Raptors, moi, hier. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que notre polo national n'est plus le meilleur George de la Ligue. Il y en a au moins deux devant lui. Il y a Keyshawn George à Washington et il y a Keontae George qui est fantastique avec le George Young aussi. Non, ça c'est non, c'est refusé. Puis c'est un prénom, t'as pas compris. À la pub, on t'expliquera comment ça fonctionne, nom de famille, prénom. Oh, il est chafouin. Je sens qu'il a quelque chose contre moi. On en parlera après. J'ai quelque chose sur le. Oui, j'ai quelque chose sur le cœur. J'ai pas oublié ce que t'as dit tout à l'heure en salle de réunion. Tu n'étais même pas là et tu donnes ton avis comme ça et tu prends fait tes causes pour Thomas Dufan. Pas bravo. Normal. Pas bravo. Paul George de retour. Wemby out. Et ça, c'est un petit peu la tuile, blessé au mollet. Victor Wembanyama out 2 à 3 semaines, donc l'élongation au mollet gauche. Attention, on va suivre évidemment les distinctions individuelles parce que pour les avoir, pour prétendre à un titre individuel, il faut jouer minimum 65 matchs. Victor commence déjà à lâcher quelques matchs. Wemby, donc déjà 2 matchs ratés. Ouais, c'est une catastrophe. Franchement, je pense qu'on a tous eu la même réaction quand on a appris la news. On s'est dit, alors c'était une thrombose veineuse l'année dernière. Ça n'a rien à voir. Mais la saison rookie aussi avait été tronquée. On sait que c'est un physique très fragile, qu'il est très grand, qu'il s'est même préparé pour affronter le calendrier NBA. Et pour l'instant, il a du mal à enchaîner. Donc, on était d'abord peiné. Puis, on se disait quand même, on est là tous à regarder tous les matchs des Spurs. On est à fond. Il y a une question des résultats qu'on pourra se poser après. Pour l'instant, en tout cas, Victor n'arrive pas à enchaîner. Alors, apparemment, c'est plus par précaution qu'autre chose. Ils ont raison. Avec ce qui s'est passé ces derniers temps, avec les blessures au mollet, qui se sont transformées en tendons d'Achille déchirés, on préfère que les Spurs prennent leur temps avec Victor. Les trophées individuels viendront naturellement quand son corps le laissera tranquille. Ce qu'on peut dire, on n'est pas docteur évidemment, mais 2 à 3 semaines sur le mollet, c'est de la précaution. Parce que quand le mollet pète, c'est 2 à 3 mois plutôt. On sait que le mollet, c'est très dur. C'est le début du tendon d'Achille, surtout, c'est surtout ça. Parce que le tendon d'Achille, là, on peut ne jamais revenir. Des grands comme lui, et il y en a eu dans l'histoire qui sont pas bien revenus. On a vu des cas récemment de mecs qui avaient mal au mollet et qui sont pétés le tendon d'Achille. La seule bonne nouvelle pour ces Spurs, c'est que finalement, il y a une base solide. Voilà, il y a des absents. Il manque Victor, il manque Harper, il manque Castle aussi. Et puis ça continue à gagner. Ils viennent de gagner 2 matchs. L'ancien Harrison Barnes, dont personne ne parle, mais qui fait un super début de saison. Il a été très bon sur les 2 derniers matchs. Il apporte cette stabilité autour. Je crois que c'est un des meilleurs shooters à 3 points sur ce début de saison. Filoche vilain, oui. Voilà, c'est toujours bon signe quand tu as tes meilleurs joueurs qui sont pas là et que finalement ça gagne quand même. Ça veut dire qu'il y a encore une belle marge de progression. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les retours des blessés pour voir où ils peuvent aller. Mais c'est sûr que la NBA sans Victor, c'est moins fun. Oui, en tant que Français et en tant que fan de basket. Mais regardez, elle est intéressante cette stat-là. C'est que la saison passée sans Victor, c'est 13 victoires, 23 défaites. Alors cette année, c'est que 2 victoires. C'est que 2 matchs, mais c'est 2 victoires. Mais c'est surtout comme ça que les Spurs ont construit leur effectif en allant chercher des mecs comme Olynyk. Olynyk, il jouait très peu sur le début de saison. On connaît la valeur de ce mec-là et le QI de ce mec-là. C'est pas le plus sunshine, le plus flashy, voilà. Mais par contre, c'est un vrai basketteur. Et en l'absence de Victor, cette équipe-là continue de bien jouer, continue de gagner des matchs. Et quelque part, dans leur malheur, ça permet aussi à De'Aaron Fox de reprendre un peu aussi le contrôle, le leadership et de se lancer parce qu'on commence à rentrer dans des débats. Alors, c'est vrai que ces débuts sur des fins de match ont été un peu compliqués, mais quelque part, c'est presque un mal pour un bien. Ça doit l'être. Tu vois, ils doivent utiliser ce moment avec beaucoup d'absence pour redonner confiance à certains. Et là, je te rejoins complètement. On l'a beaucoup dit dans la pré-saison, on l'a dit aussi au début de saison. En fait, ils se sont construits pour affronter les 82 matchs et aller en play-off et offrir les premiers play-offs à Victor. Et il n'y a aucun joueur qui va en play-off tout seul. Donc là, ils ont un bon effectif avec beaucoup de vétérans. Ils ont des grands, des petits. Ils ont des ailiers un peu partout. Ils ont 2 meneurs, leurs 2 meilleurs meneurs du début de saison qui sont pas là. Et en fait, le deuxième meilleur joueur, c'est De'Aaron Fox. Il prend cette place assez naturellement. Écoute, il y a aussi, j'ai vu Jordan McLaughlin là, qui passe une IRM et qui s'est un peu pété. Donc voilà, dans ce marasme, parce qu'il faut le dire aussi, un marasme, des blessés NBA. Ouais. Bon, blessés même... Non, mais des blessés en NBA, on peut voir l'infirmerie des Spurs déjà pour aller... Si tu veux, mais pour moi, l'infirmerie des Spurs, vas-y Tom, si tu veux l'envoyer, voilà, super, 23 novembre, Jalen Harper, déjà le mollet, la hanche pour Stephen Castle, il a 75 ans, quoi. Et le mollet, donc pour Victor. Mais dans le marasme, aujourd'hui de la NBA, vous avez vu Steve Kerr en parler sur les cadences infernales, il y a une liste des 25... joueurs blessés parmi les joueurs les plus payés de toute la NBA, tout le monde est pété dans toutes les équipes. Donc,
À un moment donné, la NBA, avec tout l'argent que ça génère, évidemment, etc., si tu ne réfléchis pas au bien-être des joueurs et au fait qu'ils puissent enchaîner les matchs, bon, en fait, on va tout simplement dans le mur. Mais ça marche pour tous les sports, ça, ce que je suis en train de dire. Mais là, on est quand même encore un nouveau petit warning. Attention, les joueurs ne peuvent pas enchaîner autant de voyages, autant d'intensité sur les terrains. Parce que c'est les deux trucs qui sont importants. Oui. Parce que les voyages, évidemment, ils sont pas en Ouigo, les mecs. L'interview, elle est super intéressante parce qu'il parlait du rythme du jeu aujourd'hui, du pace tellement élevé en fait que les joueurs courent plus, surtout à plus haute intensité, et ce qui forcément favorise les blessures. Et ils se demandent si à ce rythme-là, en jouant à ce rythme, autant de matchs, la vitesse des matchs, on enchaîne les possessions comme ça sans jamais trop se reposer, là où à l'époque, tu avais quand même des montées de balles un peu plus tranquilles, tu avais le temps de souffler un peu dans le corner, et il dit que ce rythme de jeu-là peut créer, on le voit d'ailleurs, d'énormes blessures. C'est pour ça que lui aussi, avec son équipe de vieillards, là, avec les anciens, il souffre, il a mis tout le monde au repos. Ils ont du mal à enchaîner les matchs, les Warriors, t'as raison. Ouais. Harrison Barnes, 4e pourcentage à 3 points de la Ligue, avec plus de 48%. Voilà. Incroyable. Que ça dure pour ce bon vieux Hérisson. Que ça dure aussi du côté de Détroit. Premier de la conférence Ouest, 11 victoires de suite pour nos amis des Pistons, eux aussi, qui sont pas épargnés par les blessures, mais qui continuent à gagner. Le bilan de 13 victoires pour 2 défaites, 11 victoires consécutives. Vous voyez les classements en attaque et en défense. Et cette équipe de Détroit, quand ils enchaînent comme ça des séries de victoires, en général, la saison se finit bien. Allez, on va tirer le trait jusqu'au bout. En 2003-2004, donc 13 victoires, champions, oui. 2089-90, ils sont champions. Il y avait eu 2 séries dans la saison-là. Est-ce qu'on peut imaginer ces Pistons champions? Non, mais en tout cas... Rêvons grand, rêvons plus grand. Mais en tout cas, ces Pistons ont de la ressource. Ils font un bête de début de saison. On disait ça pour les Spurs. Être capable de bien jouer au basket et de gagner des matchs quand t'as des absents. Et c'est exactement ce que fait Détroit depuis le début de saison. On a vu Kate Cunningham être sur le flanc. Je vais pas vous faire toute la liste parce qu'ils ont été nombreux. On se souvient des matchs où ils ont joué avec 6 joueurs absents, ce qui est quand même une sacrée dinguerie. Ils ont continué à gagner. Ils ont continué cette série de victoires. Ils ont 2 matchs là qui sont plutôt favorables pour aller chercher les 13. Alors, on n'est pas assez fou pour dire qu'ils vont être champions. Mais hier, dans Clutch, tu vois, avec Rémi, on se disait... le titre, c'est un peu abusé, mais une place en finale NBA, au vu de la conférence Est, il y a des équipes qui sont peut-être en avance sur une série de playoffs, mais aujourd'hui, là, on est le 20 novembre, New York et Cleveland, qui sont les autres favoris, nous paraissent pas forcément largement meilleurs que cette équipe des Pistons. Ça sera un grand débat à faire, peut-être dans un First Day Show, dans une libre antenne, c'est l'ouverture de cette conférence Est cette saison. En fait, on a l'impression que tout est possible pour beaucoup d'équipes. Ouais, c'est envisageable, clairement. Aujourd'hui, on se dit pas, Cleveland, New York, c'est trop fort. Non, aujourd'hui, ils sont même meilleurs qu'eux à l'heure actuelle. Bon, il y a des absents du côté des Cavs, mais c'est une équipe, je pense, qui ramène la fraîcheur un peu. On se demandait s'ils allaient confirmer avec leur belle saison dernière, sachant que Beasley, Hardaway et Schroeder sont plus là et ils apportaient énormément à cette équipe. Et finalement, ça continue de fonctionner avec un super Jalen Duren à l'intérieur. Jalen Durant, non, c'est... Non. Ce serait un mix des deux, l'enfant des deux. Ce serait incroyable. Ah ouais, ça serait incroyable. Mais regarde, tu parlais des joueurs qui sont partis, mais ils ont remplacé par d'autres mecs en fait. Donc on pense forcément à Duncan Robinson qui s'est fondu dans le collectif super. Mais Jenkins, là, ce qu'il est en train de produire en début de saison, les gars... la NBA, c'est vraiment, de toute façon, l'endroit de l'arbre, là, tu tapes dedans, paf, il y a des joueurs qui tombent. Il y en a du talent. Ok, Pascal Pro. Catastrophique. Non, le problème de lui, il tape dans l'arbre, c'est Marcel Desailly qui descend d'un arbre à un autre. Entre autres. Quel eau. Minable. Bref, pourquoi Parce que c'est allégorie on connaît cette histoire. Exactement. Mais là, moi, il y a un truc que j'aime, et dans les équipes qui vont très bien, il y a toujours cette invention de joueur. Jenkins, mon gars, Kate Cunningham, qui fait un début de saison où il est top 5 MVP, potentiellement, il sort Jenkins, et le gars, il déboule de nulle part, il met des crosses, il met des 25 points, il gère les fins de match et tout. Je me dis, attends, mais les mecs, en fait, ils ont une confiance en eux. De toute façon, aujourd'hui, la grande différence entre tout le monde et des bons joueurs de basket quand tu veux prétendre jouer à NBA. Honnêtement, tu les fous sur des plots, tu leur fais faire des allers-retours, des concours de tir. Les mecs sont trop forts. Mais avoir cette confiance-là pour l'intégrer directement comme ça sur du 5-5 dans des équipes qui sont premiers de la conférence Est, moi, ça me bluffera toujours. Ouais, ça part après du leader de cette équipe, je pense, qui implique tout le monde. Il me fait penser peut-être un peu dans son leadership à Shai, très calme, pas très bavard, pas trop dans l'émotion non plus, mais j'ai l'impression qu'il met en valeur tous ses coéquipiers, peu importe que tu aies joué la saison dernière ou pas, que tu sois un super joueur. À chaque fois, il y a un nouveau joueur qui débarque et qui arrive à
à se mettre en valeur dans cette équipe. Donc ça, c'est toujours des bons signes. Hein. On va suivre en tout cas la suite de la saison de Détroit et pourquoi pas donc aller très très loin en play-off parce qu'on le dit, cette conférence Est est plus ouverte que jamais. Alors on va aller dans le débat parce que l'événement de la semaine quand même s'il y en a qui mettent des buzzer beaters, il y en a qui sifflent des fautes offensives dans des faits de match incroyables, l'événement de la semaine c'est quand même le retour du King Bron. On peut dire ce qu'on veut, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on le critique ou qu'on l'adule. Quand LeBron James n'est pas sur les parquets NBA, ça se sent, ça nous manque. Et quand LeBron James revient jouer au basket, eh ben c'est cool. Et il est revenu donc après 14 matchs ratés sur ce début de saison, il est revenu face au Jazz et nous a envoyé un petit 11 points, 12 passes décisives, tout en il est venu apporter le dessert en fait, tu vois. C'est ce mec-là qui, je peux pas venir pour le repas, j'apporte le dessert, il vient avec des super pâtisseries de chez Grolet et il arrive avec 11 points, 3 rebonds, 12 passes. Comment, avant d'aller sur la suite évidemment de cette saison des Lakers avec LeBron désormais et ses Lakers au complet, qu'est-ce qu'on a pensé de ce retour de notre ami? Bah écoute, je pense comme tout le monde, il est venu dans le collectif. C'est fou de se dire que t'es l'un des GOAT de ce sport, que t'es un joueur hors norme, voilà, grotesque tout simplement, que l'année dernière il est quand même 6e au MVP encore, et All-NBA Second Team, et qui revient comme si, c'est normal, tranquille, avec le smile. Il a vu ses copains faire un bon début de saison, revenir d'un road trip de 5 matchs avec 3 victoires, et puis il revient, et vas-y les gars, Lucas t'es le meilleur, joue, Austin t'es fort, fais ton petit truc, et puis quand vous n'êtes pas sur le terrain, et ben je me mue en un mek qui domine par la passe. Hier on en discutait avec Thomas et Rémi. Je suis bluffé, moi, par les mecs qui arrivent à dominer autant par la passe. Il y a un moment donné, je crois que c'est dans le troisième quart, il fait 7 actions de suite, il fait une passe décisive sur 7 actions de suite. Ça n'existe pas normalement dans ce sport. Surtout quand t'es un athlète comme LeBron James, et surtout à cet âge-là. Donc non, je l'ai trouvé parfait. Écoute, dans un bon match de basket d'attaque, ça te permet aussi de t'installer quand tu joues contre le Jazz. Hein. Voilà, ça te permet d'être c'est plus facile que contre la défense de Casey, ça c'est sûr. C'était clairement l'opposition parfaite pour faire son retour. Et puis moi, ça m'a fait assez rire le début de match des Lakers, qui ont été un peu dans le dur au début, et on les a sentis, on va mettre des choses en place, des pics dans le dos, des systèmes, et en fait, les Reeves et Doncic, ils étaient là, ouais, ok. Et donc, ils étaient patients, en fait, ça marchait pas du tout, parce que ça fait depuis le début de saison qu'ils alternent les deux à jouer tous les ballons, mais là, on a senti qu'il fallait intégrer LeBron, qu'il fallait aussi l'impliquer, on n'allait pas le mettre dans le corner et attendre, tu vois, qu'il touche la balle à un moment, et ça les a mis dans le dur. Après, petit à petit, ils sont mis en route et on a vu que, en fait, ça fonctionnait très bien. Après, attention, LeBron James ne va pas jouer de cette manière à tous les matchs. Là, il était vraiment sur un retour tranquille, pépère dans la passe, mais on sait qu'il va en faire bien plus dans les matchs à venir. Victoire 140-126. Le Jazz, d'ailleurs, qui vont retrouver lundi. Là, ils ont un petit break, les Lakers, de quelques jours. Ils retrouveront le Jazz lundi. On voit le MVP du match, Luka Doncic, 37 points, 10 passes, mais 8 ballons perdus presque quand même. Triple-double. Ouais, c'est ça. Après, ils ont galéré aussi parce qu'en face, le Jazz est une belle équipe d'attaque. Et Keyonte George, mon gars, il fait une première mi-temps exceptionnelle. Et à ce jeu d'attaque, c'est vrai que les Lakers se sont fait un petit peu enquiquiner par George, qui est le fils de... que vous connaissez, un petit quiz, vous savez pas? Vas-y. Ah non. J'ai joué avec lui déjà. Ah bon? Ouais. Son père? Keyonte George, Kishon, hein. C'est qui? Keyonte George, le meneur du Jazz. Vas-y, dis-nous. Ouais. J'ai joué avec lui à Saint-Quentin, il a joué à Strasbourg. On sait pas qui c'est, dit. Non, Jason Seegers. Ah bon? Mais non. Ouais. Je l'ai appris il y a pas très longtemps, juste avant la draft, parce que je l'ai vu faire des workouts avec lui. Et un pote à moi, il me dit, ouais, c'est son fils, il a eu super tôt aux États-Unis, et du coup... c'est une info incroyable, ça, non? Ouais, ils ont pas le même nom, ils ont pas... Tu vois, du coup, il y a pas non, parce que lui, il est parti après très tôt, et voilà, il a fait sa carrière de basketteur, mais ouais, c'est son fils. Papa, apparemment, mais Hein du coup... ils se sont retrouvés un peu plus tard. Oui, il s'en est toujours occupé, mais c'est vrai qu'il a pas le même nom. D'accord, bonne info. Alors là, je l'avais pas du tout, super cool. J'espère qu'elle est vraie, en tout cas. Le mec, il vient de l'inventer. On pourra couper si jamais... Attends, je vais regarder son Wikipédia quand même. Attends, c'est incroyable. Ça nous fait un point commun, en tout cas. On a tous les deux joué avec un daron qui a un fils en NBA. Et qui s'appelle George. Ouais, qui s'appelle George. C'est qui, toi? Dion George, qui joue avec Kishon George, qui est le fils de Kishon George. Bref, tu m'as perturbé là dans les conséquences, en tout cas, directes sur le roster des Lakers, c'est que Marcus Smart, maintenant, sort du banc. Il a été sorti du 5 avec le retour de LeBron James. On a vu donc cette équipe où finalement, en attaque, il se passe pas mal de choses. On voit Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James. Et les gars, on va voir avec ce tableau-là. Alors, jouer en attaque avec 3 passeurs de très très haut niveau comme ça, c'est génial. Le premier à en bénéficier, on en parlera un peu plus tard, c'est DeAndre Ayton. Mais regardez ces petites stats en jaune, sachant que la stat de LeBron en jaune, c'est la saison dernière. Comment on va faire? Comment on va se répartir le ballon entre ces 3 mecs?
C'est ça un petit peu la question qui se pose. Parce que oui, LeBron, il est gentil, il vient, il fait 11 et 12, et il laisse un petit peu les deux pépères, Doncic et Reeves, faire ce qu'ils ont à faire. Mais comment on va pouvoir gérer ça entre ces trois mecs? On n'imagine pas LeBron faire le match qu'il a fait contre Utah toute la saison. Écoute, moi, je sais pas si c'est la bonne question à se poser, honnêtement, parce que Jacques Monclar le dit toujours, les bons joueurs arrivent toujours à jouer ensemble. Le truc, c'est que cette équipe, elle a des forces et des talents individuels qui sont hors normes. Donc ces trois mecs-là sont des talents hors normes, chacun dans leur style, pourraient être des options numéro 1 dans des bonnes équipes. Allez, je me mouille pas trop en disant ça. Le truc, c'est que ça va bientôt faire 1 an qu'ils sont ensemble, qu'ils ont déjà traversé un bout de saison, une série de playoffs qui était très 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 compliquée, et où on a déjà vu LeBron se mettre un petit peu en retrait par rapport aux autres. À partir du moment où tu as Luka Doncic, Luka est ton arme numéro 1. Aujourd'hui, Luka est tellement fort. Vous avez vu qu'il est sur des bases d'un record historique. Aucun arrière dans l'histoire de la NBA n'a shooté plus de 12,5 lancers francs par match. Il est dans ces eaux-là. Je regardais tout à l'heure, James Harden, dans ses grandes années à 37 points, on dit tout le temps sur les lancers francs, il était à 11 lancers francs par match. Il est en train de dépasser Jerry West. Donc ça vous montre l'étendue de l'exploit. Donc plutôt que se dire comment vont-ils jouer tous les trois, la question c'est plutôt comment tu vas faire pour qu'ils aient chacun leur moment dans les matchs. Parce que Luka est ta première option. Donc le but, c'est que lorsque Luka n'est pas sur le terrain, il faut que ce soit le moment pour Austin Reeves d'être excellent, ou quand ni l'un ni l'autre ne sont sur le terrain, c'est le moment où LeBron va pouvoir avoir ces moments-là. Et ensuite, on se projette sur des fins de match. Bon, tu me regardes comme ça, il est énervé. Parce que je suis passionné. J'adore, pardon. Je bois tes paroles. Et donc voilà, moi c'est plus la question de comment tu arrives à définir les moments des uns et des autres, puisque on les fait jouer tous les trois ensemble. Il faut que ça marche absolument quand ils sont ensemble. Thomas, sur le terrain, évidemment. Juste une petite stat, Thomas Laroukis, avant que tu reprennes la suite de Dufan. 13,8, c'est le pourcentage usage de LeBron face au Jazz. Donc on est très en deçà de ce qu'il fait. Très, très en deçà. Oui, c'est pas la réalité, c'est un retour. Oui, bien sûr. C'est la réalité d'un match. Voilà, c'est ça. Après, c'est là où ça va être le casse-tête de JJ Redick, c'est que l'utilisation de ces trois joueurs, aujourd'hui, bon, Doncic, il n'y a pas photo, c'est lui l'option numéro 1. Derrière, Reeves, balle en main et à la création. Je pense qu'il va être plus impliqué que LeBron James. Moi, LeBron James, je le vois plus dans une utilisation presque à la Jokic ou Şengün, c'est-à-dire un peu en point de pivot sur des post-up quand ça vient attraper. Il est très bon à la passe. Il faut utiliser aussi cette qualité-là. Il a le physique pour jouer au dos au panier. Je pense qu'il faut tourner autour. Il va retrouver aussi des cannes et retrouver sa force en transition et être lancé par Doncic et Reeves. Mais voilà, il faut arriver à trouver ce bon mélange. On l'a vu quand même la saison dernière, ça marchait plutôt bien. Pas en play-off, mais en saison régulière. Après, en play-off, ça a eu ses limites pour d'autres raisons aussi, d'effectifs et de conditions physiques pour certains. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie qu'il l'utilise beaucoup plus sur des post-up. C'est vrai que LeBron James, il a forward, peut-être pas, mais au moins. Ouais, sur des post-up, même en tête de raquette, quand ça tourne autour avec des coupes, voilà, avec un Vanderbilt, peut-être aussi beaucoup ligne de fond, un peu à la manière d'un Aaron Gordon. Voilà, il y a plein de situations et ça va être le gros casse-tête de Redick. Ce qui est intéressant, ça va être l'équilibre entre eux et de leur position, d'où ils vont avoir le ballon. C'est-à-dire que Reeves et Luka se ressemblent énormément. C'est-à-dire que vous regardez un match de l'un ou de l'autre, ils sont très souvent loin de la ligne à 3 points, beaucoup de pick and roll, et Luka a aussi des post-up, on va pas quand même lui enlever ça. LeBron, il faut qu'il amène, en fait, limite un équilibre et des positions où il a la balle complètement opposée. Donc là où je te rejoins, c'est comme Şengün, par exemple, sur la ligne des lancers francs, ou pas forcément à 3 points, mais un petit peu plus en avant, du post-up pour profiter des prises à 2 et de sa qualité de passe qui est juste hors norme. C'est pour éviter au fait que l'équipe soit complètement dépendante H24 de Luka et de Austin Reeves. LeBron, il doit t'amener ça. Donc aller battre le 3e meilleur défenseur extérieur qui joue contre les Lakers. Parce qu'il y a toujours des failles dans les défenses adverses. Encore une fois, sauf quand tu joues contre le Thunder. Faut toujours le préciser. Mais ce qui est intéressant, c'est que, mine de rien, ce début de saison a marqué le fait que Luka est devenu le boss de cette équipe-là. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas photo. On retrouve même un petit peu dans le rythme, dans la façon de jouer, dans les bons et les mauvais côtés, on retrouve presque un petit peu du Luka version Mavs. Ah bah complètement. 100%, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que Luka au Mavs, il n'avait pas un mec comme Luka Doncic, comme LeBron James à côté de lui, qui pouvait amener tout ce que vous venez de dire. Donc je trouve ça intéressant que pour pas retomber dans les travers de ce qu'avaient été ses limites côté Mavs, qu'il ait un mec comme LeBron à côté, Austin Reeves, on sait qu'il est là, et ça va peut-être, c'est plus autour de LeBron James qu'il va falloir lui
pas lui réinventer un rôle parce qu'il sait tout faire, mais peut-être lui donner un rôle un peu plus défini sur ce côté création, créatif à la passe. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas avoir 3 joueurs avec autant la balle en main et avec de la création. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un 5 majeur qui peut marcher avec Doncic et peu importe qui est à côté parce qu'il est capable, en fait, à lui tout seul de détruire des défenses. Et de l'autre côté, tu peux peut-être plus utiliser ce duo Reeves-LeBron James qui sont peut-être plus complémentaires et qui peuvent t'amener déjà à faire souffler Doncic pour le garder frais sur des fins de match. Donc, c'est toute cet assemblage qu'il va falloir régler avec Marcus Smart, avec tout ce qu'il y a autour. DeAndre Ayton, on va y venir après. Mais voilà, il va falloir vraiment trouver les bonnes mythes de jeu à ajouter tous ensemble et les bons systèmes. La saison régulière, elle doit te permettre aussi d'inventer le rôle des fins de match d'Austin Reeves. L'année dernière, ce pourquoi ils ont perdu, il y avait la défense, on y reviendra après, l'intensité face à Minnesota, il n'y a pas de doute. Mais il y avait aussi t'inquiète pas, la défense, c'est écrit en gros ici. Hein. Et t'inquiète pas, on va y aller avec plaisir. Mais il y avait aussi le fait que Austin Reeves, parce qu'il est moins fort que LeBron, parce qu'il est moins fort que Luka, naturellement, le jeu lui demandait d'être un spot-up shooter, d'être Klay Thompson. Alors que ce gars-là est performant quand il a la balle dans les mains, quand il a la liberté, il va prendre des pics, il va faire ça 1 contre 1, il va aller sur la ligne des lancers francs. Donc JJ Redick, l'enjeu pour lui, c'est de pas gâcher le talent d'Austin Reeves dans les moments importants. Quand ça va dérouler, il va toujours être... Tu vois, c'est facile pour les Lakers, ils sont tellement talentueux. Mais quand ça devient plus dur, quand la défense est plus dure, quand il y a des moments, tu sais, des momentum un peu faibles, bah, il faut qu'Austin Reeves soit Austin Reeves si cette équipe veut espérer passer les tours de playoff. Quand on a fait les previews des Lakers, j'avais pris cette take en disant « Je suis persuadé qu'Austin Reeves ne finira pas la saison du côté des Lakers ». Quand on voit le début de saison aux côtés de Luka, ce qu'il fait, il a bénéficié de la blessure de LeBron. Quand les 3 sont réunis, j'ai presque envie de maintenant donner une chance au produit plus que me dire faut le trader pour compenser un petit peu plus certains manques. Mais en même temps, j'en arrive à cette situation-là, à cette manière de penser parce que DeAndre Ayton fait du DeAndre Ayton, voire même plus que ce qu'on attendait de lui. Il est à 16 et 8. Moi, je me dis, s'il fait 11 et 7, on est content. Il fait 16 et 8 et il est très, très bon, à part un premier match raté. Depuis, le père Ayton, il est exactement, voire plus dans son rôle. Ouais, il est très régulier, il est sérieux. Alors, il a parfois des défauts un petit peu, il est un peu soft. Dans la dissuasion, par exemple, il est pas excellent, mais la régularité et puis la connexion avec les autres. Il y a un truc qu'il faut vraiment souligner en NBA. Quand une équipe est connectée, ça se voit tout de suite. Et les bonnes équipes sont toujours connectées. On a parlé de Détroit tout à l'heure, c'est une équipe ultra connectée, quels que soient les joueurs sur le terrain. On a bien vu Paul Reed faire son meilleur match de sa carrière. Donc c'est bien la preuve qu'ils sont connectés. Et DeAndre Ayton, il est connecté à ses coéquipiers. Il est trouvé en l'air, il est cherché même sur des petits tirs à mi-distance. Tu vois, on a envie de le récompenser. Et les grands, de toute façon, ils sont performants quand tu leur donnes un peu des ballons. Parce que sinon, t'es là, tu fais les allers-retours, tout truc. Au bout d'un moment, hop, allez vous faire un. Et puis je me déconnecte des autres. Et là, pour l'instant, lui et Jackson Hayes aussi, on pourrait le citer, sont dans ce que JJ Redick leur demande, c'est-à-dire du rim run, de la défense, de la concentration, pas trop de dinguerie. Et donc, c'est aussi pourquoi les Lakers sont très bons en début de saison. Il a l'air heureux, DeAndre Ayton. On le voit sourire, on le voit en conférence de presse. Il diffuse un truc qu'on l'avait pas vu depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il arrête de se la raconter avec des sorties médiatiques catastrophiques. Et puis, surtout, sur le terrain, il a le smile, il a raconté cette anecdote avec LeBron, que son premier alley-oop avec LeBron, c'était lors d'un camp de LeBron, le deuxième, c'était avec les Lakers. La photo est très cool pour le photo est très cool. Je sais pas, il y a un truc très cool, et c'est assez rare chez DeAndre Ayton. Ouais, il a tout pour briller avec ses Lakers, il y a beaucoup de création, il y a des joueurs qui vont être pris à deux souvent, donc ça va libérer des espaces. Lui, son seul rôle aujourd'hui, c'est de se mettre dans les fenêtres de passe, en fait. On sait qu'il va pas avoir du jeu en post-up peut-être 1 fois, voire 2 fois par match grand max. Maintenant, c'est à lui de se mettre dans les fenêtres. On sait qu'il peut Reeves, très bon passeur. Doncic, LeBron James. Il a tout, en fait, juste en étant dans les bons espaces pour briller. Il n'a pas grand-chose à faire. Après, on connaît ses limites. On connaît la limite du poste 5 chez les Lakers. Pas très bon, pas très gros défenseur. En tout cas, en protection de cercle, c'est compliqué. Après, il y en a qui peuvent me dire, ouais, les Nuggets avec Jokic. Mais en première ligne, ça défend fort, il y a un système défensif et Jokic compense son manque de verticalité par ses bons placements défensifs. Et Aaron Gordon. Voilà. Aaron Gordon. Mais aujourd'hui, Ice et Ayton sur le poste 5 pour aller très loin en playoff, ça reste quand même limité.
Après, à voir, ça peut être compensé par d'autres joueurs aussi dans cette équipe. Il y a un truc qui est intéressant avec les Lakers, c'est que c'est une équipe un petit peu chelou. Donc tout à l'heure, je parlais des lancers francs. C'est une équipe qui va tout le temps sur la ligne des lancers francs. En même temps, quand t'as Luka et Reeves, bon bah forcément, c'est tout le temps sur la ligne des lancers francs. Et LeBron vient de revenir. Hein. Et LeBron vient de revenir, t'as raison. Il a été très bien arbitré, son c'est normal. C'est son retour. L'année dernière, il était encore à 5 lancers francs tentés, LeBron, par match. Donc c'est une équipe qui est très agressive, qui est très très à droite. C'est même l'équipe la plus à droite sur les tirs à 2 points. Ça s'explique. Beaucoup de prises à 2, enfin beaucoup de talent déjà sur le 1 contre 1. Après, beaucoup de prises à 2. On parlait de DeAndre Ayton, il y a beaucoup de trucs. Rui Hachimura qui est particulièrement létal, qui est létal et qui est un des mecs qui va souffrir du retour de LeBron. Déjà, on l'a vu sortir du 5 majeur. Donc, pour sa confiance, c'est à méditer. Et c'est l'équipe qui tire pas beaucoup à 3 points et qui est pas très à droite à 3 points. Donc, il y a aussi ces trucs-là qu'il va falloir... peut-être pas régler, mais en tout cas, il faudra voir si c'est vraiment l'ADN de l'équipe d'être très à 2 points, très sur les lancers francs, parce qu'on connaît la règle des playoffs, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre dedans externe, sinon tu passes pas de tour. Alors, c'est trop mignon de parler de l'attaque des Lakers. C'est vrai que ça fait fantasmer ce trio-là, à fort QI basket, provoque des fautes. On a 3 passeurs d'exception dans la même équipe. DeAndre Ayton qui semble être câblé. Tout semble aller parfaitement pour ces... Marcus Smart est magnifique en début de saison. Marcus Smart est magnifique, très bien. Et donc, les Lakers, on l'a dit, ils sont 4e de la conférence Ouest, 11 victoires, 4 défaites. LeBron vient de revenir. Tout va bien. Bon, pas tant que ça quand même, parce qu'ils sont, on l'a dit, 17e défense NBA. Alors, on sait qu'aujourd'hui, t'as pas besoin, même si OKC est le contre-exemple parfait, d'être la meilleure défense NBA pour être champion. Maintenant, avec une 17e défense NBA, on est d'accord que tu fais même pas une finale de conf. Non, mais tu fais pour être champion NBA, fais top 5 ou avoir Jokic. Voilà. En gros, c'est ça sur les 10 dernières années. Donc là, top 5 défense. Donc là, ils sont pas top 5 et ils n'ont pas Jokic. Est-ce que défensivement, et là, j'ai presque envie de remettre au goût du jour l'idée d'un potentiel trade, parce qu'il va falloir que défensivement ou collectivement ou par des mouvements, ils arrivent à redresser la barre. C'est primordial. Tu peux toujours ajuster et cacher un peu la misère par des situations défensives collectives. On va dire, tu peux un peu masquer tes défauts. Au bout d'un moment, ça a ses limites, surtout quand tu arrives en play-off. Moi, je vois des efforts qui sont faits par Doncic, qui essaie, qui est sur des replis, qui est un peu plus impliqué, mais il prend quand même des énormes valises parce qu'en fait, mentalement, c'est pas sa priorité. Voilà, il est plus en cadre, donc il fait plus d'efforts. Mais quand je vois LeBron James, bon, c'est son retour, mais qui prend aussi des valises assez rapides. En tout cas, sur la première ligne, c'est très compliqué. Tu as Marcus Smart, heureusement, qui est plutôt en bonne forme, qui masque un peu tout ça. Aujourd'hui, c'est très très faible et on sait quand le niveau va grimper à l'arrivée des playoffs, compliqué de les imaginer aller très loin. C'est sûr, l'année dernière, JJ Redick, il soulignait toujours un truc, il disait on a réussi à monter une défense qui était cohérente et on a monté une cohésion défensive. C'est pour ça qu'ils font 50 victoires. Et c'est l'enjeu pour les Lakers d'avoir une cohésion défensive. Ils seront jamais top 5 défense. C'est impossible avec l'effectif. C'est pas ce qu'on leur demande. Hein. Non, mais en tout cas, pour être champion, faut être top 5. Ça, c'est un constat, c'est un fact. Tu vois la différence avec les concurrents, c'est des super défenses. Voilà, il n'y a pas besoin de discuter. À part si tu as une attaque incroyable qui compense le fait que... Mais quelle attaque a gagné ces derniers temps incroyable? Il faut avoir Jokic. Voilà, bon, il est à Denver. Boston, OKC, Denver, je suis d'accord. C'est le contre-exemple. Voilà, on a vu Boston détruire défensivement les Mavs. Toujours, bref. Le Mavs Celtics, c'est un bon exemple. Non, mais Mavs Celtics, c'est super intéressant. Parce qu'on avait une super attaque qui s'est fait éteindre par une super défense. Absolument. Et les Mavs, dans leur run de playoff, ils ont une bonne défense. Oui, aussi. C'est-à-dire que Luka, il n'y a pas de doute, ils s'étaient mis à défendre avant la finale, mais autour, ils ont mis un système qui permettait d'avoir une bonne défense. Et donc là, c'est tout l'enjeu, c'est comment tu arrives, là, sur les 65 matchs qui arrivent, là, de monter une défense la plus correcte possible pour affronter les grosses équipes de la conférence Ouest en playoff. Parce que Minnesota, si tu tapes encore, tu les rencontres au premier tour, tu vas sortir parce qu'eux, ils vont continuer à jouer dur, ils vont défendre dur, ils vont défendre fort, et ils ont l'habitude de passer des tours, ce qui n'est pas le cas pour ce cycle des Lakers, quelque part. Donc, maintenant, avec le 5 majeur, tu sais que ta défense est naze. Ça, c'est un gros souci. Tu sais qu'avec les 3 là, donc, faudra faire des choix. Tu ne peux pas défendre. Les 3 peuvent pas finir. On sait ce que c'est le choix. Oui. C'est qu'il faut Marcus Smart dans le 5. Voilà. On l'a déjà vu. Enfin, dans les fins de match. Non, dans le 5 majeur. Dans le 5 majeur, il faut qu'il soit dans le 5 majeur, les gars, parce que il va amener, dès le début, l'intention de défendre. Ouais. Là, il n'y a personne qui a l'intention d'être haut, de défendre, et tout arrive en mode tranquille, on s'installe. Ça nous ramène à ce débat qu'on a beaucoup eu sur le rôle d'Austin Reeves. Est-ce que Austin Reeves doit être un 6e homme de cette équipe? Bon, moi j'ai toujours dit que oui. Hein. Pour moi, en plus, il a le profil parfait, très fort balle en main, créateur, pétard ambulant. Il sera jamais 6e homme pour moi. Ouais, mais tu peux. Il est trop fort aujourd'hui. 6e homme, tu peux rentrer au bout de 4-5 minutes de jeu. Ça veut pas dire que tu joues moins. Ça veut dire juste que tu démarres pas les matchs parce que tu veux
insuffler quelque chose de différent dès le début de match, mettre Ginobili, de l'agressivité. avec les Spurs. Voilà, ils sont aux Spurs là. Non. Ouais, mais c'est vrai, c'est pas, Non, mais c'est pas la les même gars, équipe. attendez, mais- le gars il est en fin de contrat, tout le monde l'adore, c'est le chouchou. Tu vas lui dire, écoute, on gagne des matchs en ce moment, mais pour le bien de l'équipe, tu vas sur le banc. Non, il faudrait une série de défaites en fait. Il faudrait qu'à un moment Oui, donné, non, mais à dans la terme. saison ça se passe mal, ils prennent 150 points, plus de 130 points tous les soirs, et on dit bon bah on change le 5. Mais c'est pas du tout le cas. Franchement, l'équipe elle va bien, elle est bien née, tout le monde se régale. Il y a LeBron qui revient, il gagne un match. Ils vont continuer à cruiser parce que c'est une bonne équipe de conférence Ouest. Ils vont aller en playoff comme ça, et s'ils perdent, ce sera parce qu'ils n'auront pas réussi à changer leurs 5 majeurs. Hier, on disait quand même, moi je pense qu'en cours de playoff, en cours de série, JJ Redick pourra faire ce choix-là. Donc mettre Marcus Smart, par exemple, dans le 5, à la place d'Austin Reeves qui sort du banc. Cours de série. Tu parles de continuer à cruiser, on va voir le calendrier qu'attend les Lakers sur les prochains matchs avec donc le retour de LeBron. Et vous le voyez, le prochain match est lundi face au Jazz. Ils vont enchaîner avec le derby de Los Angeles dans une équipe dramatique. Dallas, les Pelicans, Phoenix. Pas facile, Toronto et Boston. Il y a moyen de prendre des matchs là. De faire 100%, tu veux dire? Oui. Il y a moyen de faire 100%, les gars. Oui, il y a toujours moyen de faire 100%, mais... Non, parce que là, s'il y avait OKC, je te dirais bah non. Là, t'en as quand même 4 Les gars, d'entrée. Les gars, il y a moyen de faire 100%. Je te dis pas qu'ils feront 100%, on n'est pas là pour parier ou quoi. Je dis juste, les Lakers, aujourd'hui, au vu de leur niveau, ils sont favoris dans tous les matchs. Ils sont juste favoris dans tous les matchs. Donc, il y a moyen de faire 100%. Le problème, c'est qu'on a vu le match contre le Thunder, les gars. Et que là, on peut dire tout ce qu'on veut, ils se vont bien, la défense et tout. L'écart qu'il y a entre eux et OKC est tel qu'en termes d'humilité, je pense que tu fais pas mieux que ça. Et ce qui est terrible, c'est que la qualité première des Lakers, c'est l'attaque, on le voit. Et avec LeBron qui arrive encore plus dans les lectures, le jeu, mais on l'a vu face à une très forte défense, la meilleure défense de NBA depuis plus d'un an. En fait, ta super attaque, elle, sur la durée, elle explose. Bon, là, elle a explosé très tôt en plus face à OKC. Parce qu'ils n'ont pas existé. Ils n'avaient pas les armes pour exister. Ils sont moins forts. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir absolument trouver un équilibre entre cette forte attaque, 140 points encore face au Jazz, mais cette 17e défense NBA sur laquelle, en fait, tu vas faire une super bonne saison et puis tu vas revenir en playoff. Boum, tu vas prendre un grand coup de poing à frire dans la gueule et ça va faire comme la saison dernière où on va essayer de se poser 1000 questions pendant l'intersaison, mais ça sera un petit peu trop tard. On vous a posé la question de ce que peuvent espérer les Lakers avec le retour de LeBron James. Et comme d'habitude, on a pris vos commentaires. On commence avec Kevin Carrière. Dans l'état actuel de l'effectif, je ne pense pas. OKC et Denver paraissent au-dessus à l'intérieur et sur la qualité du banc. Je ne les vois pas gagner une série face à ces deux équipes. JJ Redick a aussi montré ses limites l'an dernier dans la gestion d'une série de playoffs. Oui, mais il progresse aussi, JJ Redick, j'ai envie de te dire. Mais, oula, on enchaîne avec Laurie. Willing. Ouf. Alors attention, verre d'eau. Je vais prendre un verre d'eau. Lecture en CP, ça. Je pense que si le retour de LeBron James sort Smart des starters et réduit réellement son temps de jeu, ça va être compliqué d'aller au bout. On peut compter sur le talent de Luka pour mettre 40 par match, mais quand il va falloir stopper Shea, je vois mal Rui, LeBron, Ayton, Reeves ou Luka le faire. Alors on peut toujours espérer que ces Lakers marquent plus qu'eux dans un match d'attaque de saison régulière, mais en mode playoff, c'est compliqué. En plus, il faut compter sur un Luka qui ne se blesse pas, un Ayton qui ne se blesse pas. Disons qu'il faut un réel alignement des étoiles. Ça arrive des fois, mon ami. Je ne suis pas fan des Lakers et j'espère que c'est possible. En résumé, merci. Je pense que cette équipe est trop courte défensivement. Le titre me paraît impossible cette année. La finale de conf me paraît être un objectif réalisable ultime. Le second tour des playoffs est mon pronostic. Moi, j'ai décroché comme à l'école, moi. Ça m'a rappelé... Deux choses, Erwan. La première, c'est que j'ai pas entendu une histoire contée de cette manière depuis Mathieu Kassovitz pour Apocalypse. Hein. Bravo. Exceptionnel. Deux, t'as mal lu, putain, il est fan des Lakers. Tu dis, je ne suis pas fan des Lakers. Il est fan des Lakers. En même temps, vu le nombre de mots, il pouvait être que fan. Bravo à toi. Belle analyse, il a raison. Bravo. Il est d'accord avec toi. Oui, il a résumé un petit peu tout ce qu'on vient de dire. J'ai lu, je vais pas. Thomas a décroché, mais après les news, hein. Allez, on va faire, vous savez, on va regarder justement la cote des Lakers chez nos amis de Winamax pour voir un petit peu si eux aussi sont d'accord avec ces commentaires et avec nous. Vous voyez donc les cotes, Thomas, pour aller en finale de conf ou en finale NBA, ou veut être champion même. Ouais, être champion, ils sont loin d'OKC, hein. Et 2,35 OKC grand favori, 5 les Nuggets, c'est normal. Après, t'as les Warriors, mais qu'est-ce qu'ils foutent là à 10? Les Rockets à 10 aussi, et donc les Lakers à 11. Bon, si vous y croyez, pourquoi pas. Et sortir de l'Ouest, vous êtes à 15. Bon, voilà. Donc, ils sont dans le deuxième chapeau. On parle toujours du deuxième chapeau. Ils sont en plein dedans par leurs résultats et par l'impression aussi visuelle quand même. Par contre, la différence entre le premier chapeau et le deuxième, voilà. Il y a un chapeau, il y a un chapeau de forme et il y a un petit bonnet de docker. Un béni. Oui, un béni de fou. Chapeau de forme béni. Il y a que dans le First des Shows qu'on peut faire des comparaisons comme ça. Si vous voulez jouer avec nous, avec nos amis de Winamax, vous le savez, vous en avez l'habitude, ça se passe comme ça. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre
notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket, sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète, et en plus, lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé à hauteur de 100 €. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Alors, les codes, c'était pour la finale NBA, hein, Thomas, et non pas pour la finale de conf. Et puis, on dit pas un béni, on dit un bini, hein, pour le... Comme un binis, mais sans le L. Pour le bonnet, pour le petit bonnet d'Odoker ou les petits bonnets de Bobo. Hein. Erwan, t'es plutôt Tarama ou Tatiki sur le binis? Tatsiki. Ah ouais? Ouais. Moi, je suis un gars du Tarama, tu sais. C'est vrai? Ah ouais. Ouais, mais toi, tu le manges à la grande cuillère. C'est un des seuls trucs industriels que j'adore. Ça perd tout son charme, du coup. C'est vrai, et toi alors? Plus confit de canard, moi. Ça n'a rien à voir. Je vous dis, voilà, je mange pas ce genre de choses, gros. Mais tu me dis tapenade en choya, je ne mange pas ce genre de choses. Ton gars, il est pas sérieux. Dis-toi que t'es à côté d'un mec qui n'aime pas la tomate. À partir de là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ce mec-là? Gros, le gars, il mange n'importe quoi, il va me parler de nourriture, gros. Arrête un peu, je te dis tout de suite. C'est pas parce que tu manges pas de légumes. Non, tu manges n'importe quoi, je te le dis. C'est pas vrai. J'ai vécu 3 mois avec toi, tu manges n'importe quoi. Pâté pour chat, genre. Il mange n'importe quoi. Il a pas de palais, je crois. Il sent pas avec sa langue, il a pas de palais, je crois. C'est incroyable. Thomas, pas de palais. Pas de palais. Pas de palette. Après, je t'invite à goûter je t'invite à goûter quand même le Sheba saumon. Je peux te dire que ça vaut son pesant de cacahuètes. Allez, voilà, justement, pas de palette. Si, justement, la palette, elle est là. Lundi soir, match incroyable, alors qu'on me fait signe que le magazine est tombé derrière. Voilà, c'est AJ quand même, Erwan. Ouais, Gotta respect. AJ, en plus, avec dédication, on a reçu et on est en train de les mettre en cadre. Et on embrasse Anissé, le père de AJ Dibansa, qui nous a envoyé un maillot d'AJ de BIU signé. Je peux vous dire que celui-là, on va l'encadrer. Et il va falloir le revendre. Non, certainement je rigole, pas. Anissé, je rigole. Et on a aussi des magazines, comme vous voyez, qui sont signés par AJ Dibansa. On embrasse Anissé. Merci à lui. Lundi soir, on a vu un sacré match quand même du côté de Houston entre les Rockets et le Magic. Il y a eu une fin de match complètement folle où le Magic a cru gagner. Finalement, le Magic s'est incliné en prolongation. On va revenir sur les 2 derniers temps morts d'Emi Udoka parce qu'on a vu du bon et du moins bon, Thomas. Absolument. Tu sais ce que c'est un ATO, Erwan? Oh, je te bloque là-dessus. Ouais, vas-y. Bah, c'est juste les... Je pensais qu'il allait... Tu savais, mince. C'est juste le nom pour les systèmes de sortie de temps mort. Ah, ok. Voilà, les ATOs. Tu as fait After Time Out. Je connais les ATOs, mais... Allez, première action. Allez, vas-y Léo, là c'est long. Pardon, excuse-moi, je rigole. Allez, première action dans cette palette. On a 2 actions, donc coup sur coup. J'espère quand même. Oui, bravo. On la regarde en premier. Je sais que vous l'avez vu l'action, donc il y a pas de souci. Donc le match, c'est les Rockets et le Magic. La réaction de Sengun, on y reviendra un petit peu plus tard. On est à 5 secondes de la fin du match. Il y a égalité, 100 partout. Et regardez ce système. Eh oui, Sengun à la remise en jeu. Kevin Durant est complètement bloqué. Et vous avez Ahmed Thompson, il est toujours tout seul. Hein. Il y a Weldon Carter Jr. qui défend bien overplay. C'est bien de défendre overplay dans le premier corner là-bas. On va regarder donc ce système. Pourquoi ne pas faire cette passe? Ahmed Thompson, il rate le timing. Derrière, Kevin Durant se retrouve en galère. Regardez, c'est Anthony Black qui fait un peu faute, on va pas se mentir, qui est tenu. Sengun laisse passer la balle. Pauvre Kevin Durant, la glissade, la tenue, la perte de balle et la défaite normalement après ça, Erwan. En plus, Sengun, il revient comme un malade mental. Il fait une énorme faute. Lancer franc, la réaction, on l'adore derrière de Sengun. On s'arrête là-dessus. On voulait vous montrer exactement ce qu'il ne fallait pas faire sur des dernières actions d'un match serré comme ça. La réalisation, elle est pas bonne, certes, mais et on le voit quand on met le demi-terrain qui clignote, c'est que les 5 joueurs des Rockets sont sur le même quart de terrain. Et je trouve que le spacing, il est pas du tout bon là-dessus. Alors, on voit que Sengun s'en prend à Steven Adams, gentiment, parce que Steven Adams ne veut pas trop y aller. Il dit mais en tout cas, il est pas content de ce que fait Steven Adams. C'est vrai que Steven Adams, on le voit sur l'action, il n'est pas du tout acteur. Il cherche à mettre des écrans à je sais pas qui. Il flash pas du tout. Il flash pas du tout à la balle, alors qu'il y a peut-être, je pense, avec Ahmed Thompson et lui, un 2 contre 1 joué avec le défenseur du Magic. Mais en tout cas, je trouve que le spacing est pas très bon sur cette attaque et ça se traduit par une perte de balle. Une grosse perte de balle. Ça m'inspire cette question à toi, le professionnel de l'équipe. Tous ces systèmes-là, alors en NBA ou au niveau auquel tu as joué, est-ce qu'ils sont tous
travailler en amont ou est-ce que ça arrive très souvent que le coach invente un système au dernier moment? Ouais, la plupart du temps, elles sont quand même travaillées. On en a sur les côtés et baseline aussi pour des fins de match importantes. Après, à la réalisation, Steven Adams, il est tout seul, il le voit même pas, donc il a juste à ouvrir, il a la balle. Et derrière, Durant, il va avoir la balle, mais bon, il y a une énorme faute, il se fait accrocher. Sinon, finalement... ça se passe plutôt bien, mais juste que la faute n'est pas sifflée, donc je trouve ça assez bizarre. Moi, c'est la faute qui me saute aux yeux, là, surtout sur l'action. Ce qui est fou, c'est que Sengun, il rate le premier timing à Amen Thompson, parce qu'il y a vraiment un alley-oop, en plus, un athlète. Ouais, mais c'est risqué. C'est risqué, mais je veux dire, elle existe, la passe. C'est la passe. Les gars, elle existe. Oui, elle existe, mais c'est ce qu'on appelle, on donne la passe la plus longue en termes de temps. Il est tout seul. Ouais, mais je pense qu'elle a le temps d'être recouverte. Elle est pas si facile. Je veux dire, si t'es bon et t'es un grand passeur avec Sengun, t'as le droit de la faire. Après, il reste pas une seconde pour vraiment tenter cette passe en alley-oop. Tu vois, ils sont pas dans l'urgence. Non, ça c'est vrai, t'as raison. Après, Sengun, là où vous avez raison, Steven Adams, il est tout seul, il flash pas, et après, il y a faute. Bon, en tout cas, voilà, tiens, on la regarde. Je veux dire, en plus, il le regarde, Sengun, c'est ça qui est dingue. Hein. Tu sais que quand tu regardes en direct, t'as l'impression qu'il va faire, mais c'est pas le système décidé, c'est un leurre. T'as Isaac qui arrive plein élan, qui fait 2m10, il y a moyen qu'il attrape. Hein. Les mecs, c'est des athlètes. C'est vrai, et puis surtout, je pense que le play était pour Kevin Durant, et ça change quand même beaucoup de choses dans la perception du truc. Bon, donc action complètement ratée, 3 points d'écart. 2 points d'écart parce que Anthony Black rate le lancer franc, faute, va rater son lancer franc, temps mort Houston, et donc Houston, même endroit, dans la surprise générale, peut accrocher la prolongation, voire accrocher la gagne. Je vous donnerai rendez-vous dans 10 secondes. Et ben c'est exactement ce qui va se passer dans ce match. Regardez, Patrick Bruel est content, il va pouvoir retrouver ses potes, et on se retrouve avec une action presque similaire. Presque, parce que beaucoup de choses ont finalement changé à la fois dans la réalisation et puis sur les hommes qui sont en place. Steven Adams, par exemple, est sur le banc et c'est plus Sengun qui fait la remise en jeu. La démarcation pour Rich Shepard, là, vous le voyez, il y a encore beaucoup de joueurs, c'est limite un petit peu brouillon, hein, ce début de set. Kevin Durant qui est bien défendu, mais le but était donc que Sengun pose un écran et qu'il flash derrière. Anthony Black coupe encore une fois la passe à Kevin Durant. Et la bonne passe, alors c'est Amen Thompson, oui, c'est bien Amen Thompson, avec Jabari Smith qui est loin. Le flash là de Sengun, il est parfait, il est sous le cercle. Même si c'est Jonathan Isaac qui est un super contreur, qui est très long, permet à Sengun de marquer ce panier quand même un peu difficile, mais un bon set après un set tout pourri d'un ATO de fin de match. Donc bravo Ime Udoka qui a parfaitement réagi. Voilà, ce système il est d'école. Hein. Déjà, on pourra trouver cette ligne de passe là, cette ouverture sèche. Ils ont anticipé de façon comme sur le premier temps mort qu'ils voulaient absolument couper Kevin Durant. Et là, Anthony Black finalement en coupant absolument Kevin Durant, il ouvre la passe. On voit Amen Thompson, il n'est pas gêné pour sa passe. Et derrière, le travail, on l'a mis en lumière, le travail de Sengun, réduction de distance en premier, là, on le voit, boum, sur Isaac, il a gagné à ce moment-là. Après, on sait qu'il a les mains parfaites. Le système, il est magnifique, mais le spacing est beaucoup mieux que sur le temps mort 1 minute avant. Ils ont profité des switches. La belle prise de position de Sengun, vraiment en perpendiculaire, là, comme ça, avec la main... Pour bien montrer, tu l'as dit, il y a toujours un choix défensif à faire. Est-ce que tu restes sur le passeur pour contrarier la passe, peut-être la lober, la ralentir? Là, ils ont fait le choix justement que le passeur sur la passe touche côté aille sur Durant pour lui empêcher d'avoir la balle. Et finalement, en fait, il a toute la vue sur le terrain pour faire la bonne passe. Et j'ai bien aimé le choix aussi de jouer le tir à 2 points. On sait que parfois beaucoup en NBA, ça joue la gagne avec des tirs à 3 points compliqués. Là, un petit post-up sur Sengun pour aller en prolongation. Ils vont gagner les Rockets. Avec Thompson quand même aussi. Thompson hier dans le match, parce que Landry Shamet est exceptionnel, il met 2-3 points, il y a la fin avec Brandon Williams, début d'émission, etc. Vous y pensez, que Thompson, à ce moment-là, il met un airball, mon ami, à 3 points. Donc, on souligne le bon choix de mettre un 2 points plutôt qu'un 3 points. Ils vont gagner, donc 117-113. Mais il est heureux, Klay Thompson, on s'en fout. Il est heureux. Tu m'étonnes. Il met des airballs catastrophiques. Rien à foutre. Mais il est heureux. Bravo à Megan, toujours. Je peux te dire que quand il rentre à la maison, ce mec-là, il est heureux. Enfin voilà, on aime bien revenir aussi sur des petits, sur du petit tableau noir comme ça. Ime Udoka, en 2 temps morts, il a fait un système qui marchait pas du tout. Il a failli perdre et derrière, il fait un super système. Et quand on a des bons joueurs, quand même, c'est quand même mieux. Les ATOs, Erwan. ATOs. Je vais retenir, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Ce que j'aimerais bien apprendre aussi, c'est à regagner des quiz. Allez, tout de suite le quiz. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Ça va les amis? Et dit explication aussi. Aïe, aïe. J'ai dit ça les amis, donc prends la parole juste après. Je commence par mes amis. Thomas, bonjour, ça va? J'aime bien. J'aime bien te retrouver, mon Tom. Patron, ça va, patron? Voilà, parle bien. Et vous, vois-moi, s'il te plaît. Vous allez bien depuis hier? Ça va mieux? Mais moi, ça allait très bien. Mais moi aussi, ça allait très bien. Voilà, c'est tout. Un petit peu de tension dans un match de basket. T'as mis le panier en plus pour clôturer les débats. Je suis venu te serrer la main gentiment. On en a reparlé. Tout va bien. T'as dit quand même que tu me battais à la bagarre.
Oui, mais ça, c'est une info pour. C'est une info, c'est une nouvelle info. À confirmer, À confirmer, à valider. À valider. Mardi soir à la boxe. Mardi soir à la boxe, ce sera C'est filmé. pas ce genre de bagarre qu'on veut, non. On Très veut du bien, fight Vanessa. club, hein. Sans les gants. Non. Sans les gants. Non, avec les Fight gars. club, nous, fight on club. et puis nous, quand on se bat à la boxe, on rigole en plus quand on se met des poires. C'est parce que vous avez un concussion. Parce qu'on fait des AVC sur chaque impact. Je vous ai préparé un petit quiz avec Aymen, ça fait 1 heure qu'il bosse dessus, donc faites semblant au moins Non, comment d'aimer. ça fait 1 heure? Il bossait pour l'émission? Ah, il a fait que ça. Mais vous avez pas compris en fait, ça se prépare en amont du lancement de parce l'émission. qu'on C'est la nouvelle on a une génération, inspiration ça. qui est venue ce Voilà, C'est matin. génération TikTok, ça, on Il y a une connaît. inspiration qui est venue Tout ce dernier matin, moment. ça va se passer sur la télé là-bas, donc je vous invite à regarder. Ça va, Il y a les deux queues, visages ouais, à chaque ok. fois qui sont mélangés, vous devez trouver qui sont les deux visages. Un en haut, un en bas. On dirait Un vraiment joueur les trois- on dirait NBA. vraiment les trois frères là. Sur Ah ouais. le jeune blanc, Ouais, ouais, complètement. sur le canal. Mais qui est Pascal Legitimus? Allez, on regarde, il y a un joueur Et Bernard NBA. Campan. Un joueur NBA, Pardon. une célébrité. C'est parti. Ah, ok. Jason Tatum et Jokic. Voilà, on dirait clairement un Serbe. Donc c'est Pour le- là-dessus pour qu'il a le bossé coup. depuis 1 heure. Voilà, c'est là-dessus qu'il a- Denzel Washington et Amen Thompson. Ouais, pas mal. Arrêtez, faites semblant, 2 secondes. Ah, le, c'est Robert De Niro et. Cunningham Non. Ah non, Jean Dujardin Daniels. Et Et Dyson Daniels. Trop sur toi Jardin. pour Thomas pour l'instant, pas Il est mal. là, De Avec Niro. De Niro et Cornet. Cornet. Bien. Sexton. Sexton et Jay-Z, ouais. Il s'amuse pas du tout. C'est nul. Chris Tucker Chris Tucker. et Draymond Green. Cooper Flag et Benzema. Benzema. Non, et notre gars, The Dark Knight, putain. Ouais, Ah, Christian Bale. Christian, bravo. On s'est éclaté, génial. Il en reste, Magic il en reste 14. et N'Golo Gentil Kanté. Je connais les deux en frère. Curry et le nageur. Marchand. Léon Marchand. C'est un super jeu. Mr. V et Victor. Oh, vache. Ali Burton et C'est tout ça pour l'arrivée là. Et Camardine, frère. Camardine, ah Oh oui, là là. Ilias. C'est fini, stop. Franchement, Ayman, il fait des super trucs pour Offense, là, ce qu'il fait sa chronique sur le pourquoi. Là, frérot, sur les quiz, c'est vraiment pas Non, son mais moi, délire. j'ai- Il est meilleur en Fantasy Ah League. non, mais moi j'ai beaucoup Donc de ça peine pour confirme lui, la là. théorie de Thomas Dufan qu'on prépare était pas. sous- Ça, on dirait un queumé qui arrive dans un pour faire du stand-up dans un, tu sais, Paname Café. dans voilà. un Paname Café qui Ouais. fait un flop de l'espace, mon gars. Putain. Allez, c'était tout pour moi. Ouais, merci. En même temps, s'il a préparé pendant 1 heure son stand-up, son Bichette. passage de 10 minutes, c'est quoi Ouais. cette merde là? Ben, je sais pas, moi ça. Ouais, je sais pas. Non, en mais fait. attends, t'as validé ça toi? Bah oui, Parce que il a t'es comme le maître du quiz. Non, il l'a fait dans mon dos. Pas du tout. Ouais, j'ai validé, oui. En fait, sur l'idée, ça me faisait un peu rire. De base, je voulais faire des photos floutées et il m'a dit j'ai une Allez. autre propale. Bref, qui suis-je? Réunion tout de suite après l'émission. Hein. Il n'y a Ouais, pas eu un truc marrant, genre. Non. Ils ont mis Camardine et t'as Rizal Burton. Genre, on a eu l'idée, tu sais. Ah ouais, tu bosses, bien vu, putain. T'es bon, ils vont kiffer. Ouais, ok. Ouais. on les aime, hein. Vous avez mis de la mauvaise volonté et vous avez tué le On a quiz. été exceptionnel, t'as vu? J'ai trouvé au moins 20 trucs. Allez, je suis né le 7 janvier 1981. J'ai donc 44 ans. Et la dernière fois qu'on m'a vu en NBA, c'était lors de la saison 2013-2014 avec les Bucks, mon numéro 6 et mon bandeau, évidemment. Oula, oula. Josh Smith. Non. Dans ma carrière, j'ai joué 2 fois les finales NBA. Mais on commence par le commencement. Je passe par la fac d'Auburn, où je fais un cursus complet Et alors? de 99 à 2003. Lors de ma saison senior, 18 points de moyenne, 6 rebonds, 3 passes, 2 steals. Je suis MVP de mon équipe. Je suis un joueur rapide, explosif, mais sans shoot extérieur. Et avec de belles lacunes au lancer franc, surtout lors de ma saison rookie. C'est pour ça que lors de la grande draft 2003, je suis annoncé en fin de second tour, Oula. mais mon nom ne sera jamais appelé. Ah ouais. Coup dur, mais je ferai une grosse Summer League avec Dallas, qui m'offre un contrat derrière. Je resterai à Dallas 3 saisons. De C'est 2000. Josh Howard. Josh Howard. Non. Oh, la vache. Je resterai à Dallas 3 saisons, de 2003 à 2006. Marquis Daniels. Marcus Daniels, oui, bravo. J'ai fait plein de fois, non? Oui, bah c'est gagné quand même. C'est un bête de quiz. En tout cas, belle ambiance. Ah, moi, je prends rien du tout. Tu dis Daniel, je dis Bah, Marquis il a dit Daniel. Daniel. J'ai dit 100%, j'ai dit Daniels. Ouais, il a dit Daniel. Il a dit Daniel, Maintenant, ça il y a un arbitre. Attends, très- attends, je dis Josh ça- Howard et Daniels. Ça pas pour Thomas, Marcus oui. Daniels, qu'on avait fait il y a 4 ans. Voilà. Donc on l'a déjà fait, point. Il y a 4 ans, ben on est obligé. Une Tu sais, ambiance, il y a une pas ambiance de 20 000 mort hein, joueurs. sur C'est Allez. la faute à qui? C'est Allez. qui ton gars là? C'est qui ton mec là? Et vous croyez que j'ai jamais refait des joueurs depuis 50 Non, c'est la quiz? première fois. Attends, moi j'ai niqué mon crédit au basket. Je laisse le quiz à Thomas. J'étais à 2 doigts de faire des doigts d'honneur là. Il faut que C'est je me vrai. calme. Non, non. Merci mon Tom. Merci, Tom. Merci pour ce quiz, merci. Et comme c'est le Beaujolais nouveau, et ben joyeux anniversaire, Tom. Ça te rappelle tes grandes années là, à écraser du vin avec tes pieds. Tom, Bravo, grand. Tom, la semaine prochaine, le prochain Offense qui sort, tu peux nous en dire un petit Tu sais- peu ah plus ouais, c'est vrai ça. Allez. Wow.
Allez, lundi, libre antenne. Vendredi prochain, donc pas demain, mais vendredi prochain, on aura un nouveau débat sur Offense avec Mehdi. Soyez bien avec nous. On se retrouve lundi pour le Big Monday, la libre antenne de 20h à 22h. Et surtout, avec un Charles Barkley monumental dans le NBA Classic Game. C'était un drôle de quiz, ça reste comme une grande émission. Allez, on se donne de la force et on va aller voir les petits parce que les quiz comme ça, on n'en veut plus. Bisous. Amen. Convoqué.